On ne veut pas d'aéroport, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien. Moi, je suis un peu tout seul pour passer ça, et puis, mais c'est de la merde, mais c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est pas ça qui a fait reculer l'aéroport jusqu'à maintenant, hein. C'est les gars qui se sont fait taper sur la gueule qui ont fait reculer, c'est les gens qui sont installés, ceux qui n'ont pas voulu partir. C'est pas les négociations, jusqu'à présent les négociations sont toujours fait entuber. Tout le temps on s'est fait entuber. Enfin pas moi parce que je veux pas de négociation. On aimerait bien que ça se termine quand même, un peu, tout ça. Être fixé, quoi, ne plus continuer à vivre un peu dans la certitude. Moi, ce qui m'inquiète sur le vivre ensemble, c'est que n'importe qui débarque, et puis n'importe qui dit, ça doit se passer comme ça. Pour moi, c'est pas la lutte des paysans ou la lutte des squatteurs. On est tous une part de cette lutte. Ce rassemblement, il est là pour dire quoi aujourd'hui? Il est là pour dire très simplement... La démocratie, c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais celle qu'ils ont mis en place, c'est de la merde. Comme j'ai un camarade qui disait le vote, c'est de la saloperie, c'est toujours les minorités qui perdent, alors il faut toujours refuser le vote. T'auras beau vivre éloigné de tout le monde, dans ton coin, tranquille, le système il continue d'exister, il continue d'avancer, de grignoter les terres petit à petit. Moi je veux pas attendre que ça me rattrape en fait, je vais agir dès maintenant. Il y a une population qui est jeune et qui n'est pas déstabilisée par la crise, qui au contraire est en train de créer, d'imaginer autre chose à partir de ça, quoi. Les Mains-Bous, ça devrait être un exemple pour les gens qui sont stressés et tout. Tu peux construire autre chose que ce que la société essaye de te faire construire. La petite bande-annonce de ce joli documentaire. Du coup, si ça vous va, Marcel et Pauline, de prendre le relais en espérant que vous ne serez pas interrompus. Oui, donc bonjour à tous. En introduction, peut-être, ce film a été réalisé par deux cinéastes formés en sociologie qui ont débarqué, comme beaucoup de gens, en 2012 au moment de l'opération César. Il y avait énormément de zones énormément de personnes sur zone. Et voilà, ils cherchaient à faire un documentaire sur les grands mouvements autour de l'environnement. Et en fait, ils sont arrivés au Limimbu parce que c'est le seul endroit sur la ZAD en fait, où se côtoyait une telle diversité de personnes, enfin se côtoyer au sens habité. Donc à la fois, vous venez d'en voir plusieurs, des habitants comme Claude, des squatteurs qui étaient installés dans une maison qui avait été détruite au mois d'octobre et qui y remettait de la vie. Un agriculteur classique, c'est-à-dire présent depuis 3 générations, et moi et Sylvie, néo-agriculteurs au sens où nous sommes des étrangers ici, nous venions d'arriver depuis 2000 et voilà, avec un profil pas très classique, enfin des études et du travail à l'extérieur précédemment. Voilà, donc ce qui les motivait le plus, et en ayant vu le film, vous l'avez compris, je pense, c'est comment s'articuler tous ces gens ensemble. Donc on le voit comment les gens s'articulaient dans un village, mais au-delà de ça, on sent un peu, je l'espère, comment les gens s'articulaient sur l'ensemble de la vie collective et de la lutte. Et voilà, donc on peut peut-être passer à un extrait maintenant si ça vous convient. Oui. Donc je passe le premier extrait où on voit Marcel. Du coup, vous allez voir, on a une petite trentaine de secondes où on voit Marcel donc, qui aborde le sujet du vivre ensemble avec les occupants du coup, de la ZAD. Alors, je partage. Hop. Ma fenêtre, elle est où? Là. Voilà. Hop.
parti. Moi, ce qui m'inquiète sur le vivre ensemble, c'est que n'importe qui débarque, et puis n'importe qui dit, bah, ça doit se passer comme ça. Tu vois? Et pour nous, agriculteurs qui utilisons des pesticides et des choses qui ne plaisent pas à tout le monde, ça nous pose vraiment problème, quoi. Tu vois? Et enfin, tu vois, c'est comment on peut vivre ensemble. Alors, ça a été écrit à 90%. Des gens qui sont ici ont écrit un texte de soutien aux agriculteurs par rapport à ça. C'était clair, mais ça résout pas tout, quoi. Enfin, ça résout pas, ça empêche pas qu'il y ait des complications de temps en temps, quoi. C'est ça aussi, une lutte, une grande lutte, c'est enfin une grande lutte, une lutte plus large, c'est ça aussi, des divergences politiques. Voilà. Moi, j'ai pas coupé exactement le moment, donc j'ai coupé la dame un peu au milieu, mais voilà, c'est cet extrait-là où Marcel parlait que je voulais passer. Voilà. Tu peux reprendre la main, Marcel, si tu veux. C'est Pauline qui va reprendre la main. Ah bah, allez, Pauline. Du coup, pour poursuivre un peu dans la diversité qu'on voit dans le hameau du Limambou, dans ce documentaire, enfin, dans ce film, en fait, cette diversité, elle s'est aussi exprimée dans la composition du mouvement de lutte contre l'aéroport et son onde. Et à mon avis, c'est ce qui en a fait sa puissance et qui a été un élément primordial dans la victoire. Et je pense que Marcel serait d'accord. Voilà, il y a eu des prises de bec, mais ça a vraiment fait la force du mouvement, cette diversité. Et notamment, on a trouvé des alliés, parfois à des endroits plus inattendus. Il y a eu des collectifs de pilotes, des collectifs syndicaux, des élus qui doutaient de la pertinence du projet. Il y a eu les voisins, il y a eu des paysans en bio ou conventionnels, des jeunes, entre guillemets, comme moi, qui sont arrivés plein d'idéaux. Et voilà, et tout ça, c'est toutes ces personnes-là, avec toutes leurs histoires et leur bagage politique ou pas, sont arrivés et ont pris à bras le corps la lutte contre. Pour comprendre ce que nous pensons tous être l'efficacité de notre mouvement, au moins jusqu'à l'arrêt du projet, on voudrait vous citer quelques moments forts. Le premier moment fort a été évidemment la résistance à l'opération César en octobre 2012, où ils pensaient nettoyer la zone en 3 jours et interdire ensuite aux squatteurs de rentrer. En fait, la résistance s'est organisée et la solidarité autour. Et derrière, et l'efficacité en fait de cette résistance-là a été nette puisqu'ils se sont enlisés dans cette opération. Et à la fin de cette opération, en fait, on s'est retrouvés, disons les gens qui avaient à peu près mon profil, qui discutaient poliment avec les squatteurs précédemment, mais restaient méfiants vis-à-vis de ces gens un peu agités. On ne sait pas jusqu'où ils vont aller, tout ce qu'ils vont faire, etc. Et de l'autre côté, les occupants qui pensaient de nous que nous étions des beaux parleurs, mais au moment difficile, en fait, on allait rentrer tranquillement dans nos maisons et ne rien faire. À la fin de l'opération, tout le monde a été épaté, en fait, par ce qu'ont fait les autres composantes, les autres personnes qui étaient là. À la fois la nature de la résistance des occupants et eux, notre implication aux uns et aux autres et différentes formes. Mais toute cette implication-là et ce respect des niveaux d'implication des uns et des autres, à partir du moment où chacun contribuer par une action ou une autre, ne serait-ce que garder le chien d'un punk à chien et le mec, il était tranquille, ou apporter de la nourriture, ou enfin tout, voilà. Derrière tout le monde, tous ensemble, on est extrêmement forts, on n'est jamais d'accord, mais il ne faut pas qu'on lâche ça, parce que c'est comme ça qu'on peut continuer, et c'est comme ça qu'on a dégagé du temps devant nous pour poursuivre ce combat-là. Peut-être en quelques mots, quelques points forts dans l'ensemble de ce déroulement-là. Au-delà de la résistance, la manif de réoccupation, c'est-à-dire après le passage de l'opération César, on a organisé une manifestation interdite sur place qui a réuni 500 tracteurs, 50 000 tonnes, et on a amené avec les tracteurs, etc., tous les éléments pour bâtir, et la semaine suivante, un village s'est bâti.
Voilà. Et ça s'est passé sans aucun chef, sans aucune organisation verticale, ni quoi que ce soit. Et ça coulait naturellement et dans la joie. À l'opposé, la manif à Nantes de 2014, si vous vous souvenez, le soir à la télé, partout, c'était Nantes laminée, tout était détruit, etc. Ça a ouvert à une communication terrible sur la violence de notre mouvement. Il faut comprendre ce mouvement-là, pour les citoyens, ça a été vécu comme le cauchemar, exactement ce qu'on ne voulait pas, la catastrophe totale. Et ça a été vécu, on va dire, par les occupants globalement, enfin c'est moi qui leur prête ça, et je ne pensais pas être loin de la vérité, comme la manifestation idéale. C'est-à-dire qu'il y a eu des endroits parfaitement calmes dans Nantes où le défilé se faisait, les prises de parole, etc. Les flics étaient à tous les coins de rue, et ceux qui voulaient voir, ceux qui voulaient peut-être approcher un peu les flics ont pu le faire. Et la violence a éclaté à certains endroits, mais pas partout. Et donc, chacun pouvait choisir son atmosphère. Et voilà, donc ça a été parfaitement utilisé par le pouvoir, mais ça correspondait pour une partie de notre mouvement, en fait, à leur vision de ce qu'est une manifestation. C'est-à-dire que la violence, elle est pas forcément souhaitée, mais quand elle existe, elle est vue, la violence quotidienne que les gens perçoivent, vu la violence qu'était ce projet d'aéroport qui nous était imposé, en fait, il y avait une logique au fait qu'elle s'explique. Mais voilà, de part et d'autre, on l'a extrêmement mal vécu, on s'est sentis trahis les uns et les autres, et on a été à la limite de l'explosion du mouvement et de la rupture. À l'inverse, en 2016, on a eu une série de 2 manifestations qui se sont déroulées, qui étaient en soutien aux habitants et aux paysans qui devenaient expulsables, comme l'étaient les squatteurs depuis longtemps. Donc, à partir de 2016, en fait, tout le monde sur place, là, surtout l'ensemble de la ZAD, était expulsable. Les flics pouvaient venir quand ils le voulaient. En réaction à ça, et pour essayer de peser sur les décisions de justice, on avait organisé 2 manifestations. Et il avait été souhaité que ça se passe, on va dire, dans la vision idéale des citoyens et des agriculteurs sur place, c'est-à-dire sans aucun affrontement, etc. Et ça a été une manifestation extrêmement nombreuse, imposante. Il y a eu, comment dire, un blocage du périphérique, une occupation, et le soir, un blocage avec des gens qui sont restés. Et sous les canons de tir à eau, sous les lacrymos, etc., une fois que les gens avaient dit qu'ils partaient, la police s'est lâchée. Et tous nos potes, en fait, se sont parfaitement retenus et chacun est resté dans la droite ligne de tout ce qui avait été prévu précédemment. Et on était derrière absolument admiratifs vis-à-vis de tous ces gens-là. Et en conclusion de cette partie-là, dire, parce que dans le film, vous avez vu différentes positions, enfin la mienne, celle de Claude, sont assez différentes. Par exemple, il y avait pour des gens plutôt frileux dans le rapport de force, il y avait l'apport en fait de toutes les expertises qui se sont déroulées sur l'expertise aéronautique qui contrait pied à pied, qui démontait des budgets qui étaient dans le projet, etc., qui démontait ce projet. Cette expertise-là permettait à des gens comme moi un peu frileux de dire de toute façon, on a beau être gentil, on a beau poser des arguments, on a beau montrer combien c'est monté de toutes pièces ce projet, combien c'est menteur en fait, parce que le problème du projet, c'est l'aménagement de la ville de Nantes, ça n'a rien à voir avec l'aéronautique, ça avait beau être démontré parfaitement, en fait, rien n'avançait. Et donc, il était clair que pour tenir, il fallait absolument une résistance déterminée sur le terrain. Et chacun au sein du mouvement, je pense, a eu tout à fait conscience de ce dilemme-là, en fait. On avait des gens qui avaient plus de temps que d'autres, qui étaient plus déterminés que d'autres, et c'est tous ensemble en se soutenant. Et les gens déterminés avaient aussi comme besoin d'avoir des arguments pour montrer combien l'État mentait dans ce dossier-là, quoi. Et donc, c'est cette complémentarité des approches, mais elle était difficile à vivre au quotidien, était incontournable pour être efficace. Et tout au long de ce combat-là, d'un côté et de l'autre, on l'a tenu à 100%, quoi. Et évidemment, une fois le projet abandonné, c'était plus difficile de tenir des choses ensemble. Voilà, je laisse Pauline continuer. Dans ce que dit Marcel et dans ce qui s'expérimente en termes de démocratie, on a envie de revenir brièvement aussi sur la consultation qu'il y a eu lieu sur le projet d'aéroport en juin 2016.
pour tenter de se dépêtrer de ce sujet-là, a donc proposé une consultation. Alors, le stratagème était vraiment très grossier parce qu'une consultation, comme son nom l'indique, n'est pas censée avoir pouvoir décisionnel derrière. Mais pour autant, très rapidement, dans la presse et dans les expressions de l'État ou de la préfecture, c'est devenu un référendum. Le problème, évidemment, c'est que nous, le mouvement de lutte, en tout cas, s'est attaché à démonter les ficelles de ce référendum, parce qu'en fait, la façon dont la question a été posée, que ce soit le périmètre des personnes qui ont été consultées, qui n'ont finalement été que les habitants de Loire-Atlantique, l'impact est bien au-delà de ce département, que ce soit par le fait que le dossier d'information sur le futur aéroport ait été transmis très peu de temps avant le jour du vote. Tout était monté en réalité pour essayer d'asseoir la légitimité de ce projet-là. Et nous, en tant que mouvement de lutte, avec sa diversité de composantes, sans donner de consigne de vote, c'est-à-dire qu'il y a des gens parmi nous qui sont allés voter et puis d'autres qui n'y sont pas allés. En tout cas, on a dit non, quoi. On a dit non à cela. Le résultat, au final, a été un oui. Le oui l'emporte à 55%. Et nous, ce qu'on répondra à ça, c'est oui, mais non. Et l'avenir nous donnera raison. En réalité, on arrivera malgré tout à une victoire contre ce projet, bien que l'État ait tenté avec ces objets démocratiques en réalité. Voilà, on a essayé de retourner le système, quoi. En fait, ce qui se passe et ce qui s'expérimente aussi, tout simplement, c'est que nous, les associations notamment fonctionnent avec une démocratie plutôt verticale, donc avec des présidents de séance, des secrétaires, enfin des rôles distribués. Et le mouvement d'occupation, donc les nouveaux habitants qui sont arrivés dans les dernières années, plutôt ont un peu chamboulé ce cadre-là. Et au fil du temps et des frottements, en fait, c'est imposé un peu une culture de démocratie horizontale, où là, chacun avait le même poids de parole dans les assemblées, etc. Et ça a beaucoup changé la façon dont on a fonctionné ensemble. Ça nous a permis, du coup, de vraiment faire ce que nous, on appelle de la politique, c'est-à-dire de la politique de quotidienne, et c'est-à-dire, du coup, de prendre en charge réellement le territoire et prendre en charge notre avenir et décider de ce qu'on veut en faire. Et notamment, du coup, on s'est doté d'outils type l'assemblée des usages, c'est-à-dire que pendant un temps, on avait une assemblée du mouvement qui dessinait les grandes lignes politiques de ce qu'il fallait faire pour réussir à faire abandonner le projet. Et puis, un peu dans les dernières années, on s'est rendu compte qu'on avait besoin aussi d'une instance en fait, ouverte à toutes les personnes se reconnaissant usagères du territoire, qu'elles soient habitantes, nouvelles habitantes, paysannes, les voisines, les soutiens qui viennent régulièrement, pour pouvoir discuter ensemble de ce que serait l'avenir de ce territoire et lui donner un cadre. Et en fait, bien des années avant la victoire, quelque part, on l'avait préparé. On avait confiance dans ce qu'on était en train de faire et on a écrit ce qu'on a appelé les 6 points pour l'avenir de la ZAD, qui était notre projet de territoire, où notamment on énonçait des choses très simples dans lesquelles on disait les agriculteurs historiques et habitants historiques devront pouvoir retrouver l'ensemble de leurs droits à l'abandon du projet. Les nouveaux habitants pourront rester et trouver une place. Enfin, voilà, ce genre de choses, quoi. Évidemment, cette politique quotidienne, elle n'a pas forcément fonctionné de façon fluide tout le temps. Elle a même été par instant très difficile et très fatigante et usante parce que, comme le dit Marcel dans le film, il y a eu des moments où des nouvelles personnes, des personnes plus récemment arrivées, entendaient bien chambouler tout ce qui avait été proposé ou travaillé avant. Et donc, très souvent, il a fallu un peu composer comme ça et avancer petit à petit. Mais voilà, on a réussi. Tu peux y aller si tu veux. On va terminer sur un dernier volet environnement. Un dernier mot, oui, tout merci. À l'heure, ouais. une des composantes. Ça... Pardon ? Non, je disais un dernier mot. Voilà. Une composante était les naturalistes en lutte.
et ils ont à la fois fait de l'expertise par des inventaires sur toute la diversité biologique présente chez nous, et en même temps, ils ont permis à l'ensemble du mouvement de porter une ligne politique, et on avait dans les 6 points, par exemple, un accord unanime sur le soin apporté à tous les êtres vivants sur la ZAD et dans leur diversité, êtres humains, mais aussi les autres. Et concrètement derrière, après la victoire, en fait, le foncier s'est distribué. Alors le foncier qui appartient pour une grosse partie au département a été signé avec des baux, avec des clauses environnementales. Et les agriculteurs anciens qui récupéraient leurs terres et les nouveaux qui s'installaient ont très largement signé des baux en prenant des clauses qui correspondent au cahier des charges bio, c'est-à-dire concrètement qui garantissent facilement de maintenir la biodiversité que l'on avait et nous pourrons peut-être l'espérer faire mieux. Voilà, on va arrêter là si vous le souhaitez, on sera disposé à répondre à vos questions. Parce que le temps file. Merci beaucoup pour vos interventions à tous les deux. On avait prévu de faire une petite séquence pas trop longue de 4-5 minutes de questions-réponses pour Marcel et Pauline. Vous pourrez aussi leur poser des questions juste après la deuxième intervention si vous le souhaitez. Mais si vous avez des questions, là, tout de suite, je vous invite à les noter dans le chat, ou si vous préférez que je vous ouvre le micro, à mettre votre nom dans le chat pour la poser directement. Sinon, voilà, nous, on a aussi quelques questions qu'on avait, nous, aussi personnellement à poser à Marcel et Pauline, donc qu'on peut aussi poser. Et puis après, on passera dans quelques minutes au témoignage d'Olivier et Jean-Jacques du Centre social de Nyons. On peut peut-être démarrer avec une première question pour amorcer la pompe. Sarah, oui, je te laisse la main. Bien sûr, j'étais en train de réactiver mon micro. Je suis désolée, les problèmes du direct. Donc, Marcel et Pauline, vous avez beaucoup parlé du fait de faire collectif, mais je me demandais personnellement, et tout le monde, parce qu'on en a discuté avant, donc au départ, vous êtes quand même beaucoup de personnes qui sont arrivées sur un territoire provenant de différents endroits, et on aurait pu penser que cela allait créer un conflit ou des divergences ou certaines mésententes. Et la question, c'est comment a-t-il été en fait possible pour vous tous de créer du collectif en prenant compte et en s'appuyant sur ces divergences, notamment d'opinion? Oui. Les divergences étaient vraiment extrêmement importantes. Et en fait, elles ont éclaté à nouveau après la victoire. Mais même au quotidien, tout a toujours été assez compliqué. J'ai envie de dire qu'il y avait quand même, de part et d'autre, et dans beaucoup d'assauts, je veux dire, des gens qui essayaient de comprendre le point de vue des autres, qui évitaient qu'on prenne trop de temps sur le frontal, en fait. Donc, il y avait à la base comprendre que les autres peuvent être ici sans avoir les mêmes objectifs que nous. Le fond du problème étant, est-ce qu'on met en priorité de tout, pour un profil comme le mien, est-ce qu'on met en priorité de tout la lutte contre l'aéroport et les autres combats sont secondaires et on les réalise, on les mènera demain, ou bien est-ce que, ce qui était, me semble-t-il, plus la position des occupants, on mène tous les combats de front. Donc, c'est une question de priorité. Ensuite, on a un certain nombre de gens ont fait le pont aussi entre les composantes, quoi. Et au fil des frottements, en fait, se dégagent des gens qui ont plus d'aptitude à comprendre le point de vue de l'autre, ont plus d'aptitude à formuler un texte qui soit à peu près consensuel, et où ont plus d'aptitude à ne pas mener des combats frontaux et dire, bon, on n'est pas d'accord là-dessus, on laisse tomber, est-ce qu'on peut avancer sur tel autre point? Je ne sais pas, Pauline, si tu veux compléter. Je peux compléter rapidement. Je pense qu'il y a eu aussi une part de magie
en fait, à un moment, d'être dans un territoire qu'on trouve beau, avec un objectif qui nous paraît quand même légitime, et pouvoir passer devant effectivement tous les petits conflits du quotidien. Et je pense que pour tout le monde, ça a été une énorme richesse de se faire bousculer aussi par les uns et par les autres sur des sujets où on pensait être sûr de nous. Voilà, donc voilà, il y a eu les deux. Et du coup, par rapport à tout ce projet IAS collectif, il y a une question qui demandait depuis la fin du documentaire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, qui est-ce qui est resté, qui est-ce qui est revenu et quels sont les projets pour l'avenir? Ouais, je peux répondre déjà pour les personnages du film. En fait, les occupants que l'on voit dans le film ne sont plus là pour deux raisons. Ils n'avaient pas vocation forcément à être ici toute leur vie, en fait. Ils étaient plutôt dans l'action, la résistance, et pas dans la construction du quotidien et d'un avenir, d'une part. Et d'autre part, comment dire, il y a quand même, après la victoire, on a demandé aux gens de rentrer dans le cadre en ayant une activité agricole, etc. Donc, quelques-uns se sont inscrits dans cette logique-là, et pour une partie des occupants, cette logique-là posait problème. C'était du compromis avec les institutions, et leur vision d'un combat efficace ne passait pas par là. Et donc, ce qui fait ça a été long et compliqué, mais un certain nombre sont partis. Et donc, ceux que vous voyez dans le film sont plutôt dans ce profil-là, ils ne sont pas là. L'agriculture, donc moi et Sylvie, on est toujours là, on est passé en bio comme on l'avait promis, une fois qu'on avait résolu les problèmes matériels autour de nous, et nous avons toujours un compagnonnage actif et chaleureux avec nos amis occupants, qui pour certains sont devenus agriculteurs, mais pas tous, loin de là. Mais nous essayons de trouver une phase un peu de repos, et donc on n'est pas hyper actif en fait sur les activités militantes de l'ensemble de la ZAD. Bruno, le collègue agriculteur, est parti en cours de route, donc ça c'était un peu douloureux pour tout le monde en fait. En 2016, il n'a pas supporté d'être expulsable en fait, et il est parti. Claude et Christiane sont restés là et ont réalisé pleinement l'auberge dont ils rêvaient, qui fonctionne sur des bases très collectives. Mais voilà, ils sont là, ils sont habitants, et commence à couler une douce retraite en participant, selon leurs besoins, à l'auberge collective qui est au Limem. Je te laisse continuer plus largement. Et à l'heure actuelle, on se disait, avant les expulsions, on estimait être entre 250 et 300 occupants, nouveaux habitants, et aujourd'hui, on serait plutôt 150 à 170. Donc, effectivement, il y a quand même une bonne partie de personnes qui sont parties pour les raisons que Marcel a évoquées. Mais ça reste un territoire qui est très dense, parce que 150 personnes sur quelques... moi, par exemple, dans mon collectif, on vit à une dizaine de personnes, et on vit actuellement dans la maison de Bruno, qui est l'agriculteur, un des agriculteurs du film. Je vois d'autres questions, notamment sur où sont parties les personnes. Est-ce qu'elles sont parties sur d'autres ZAD ou d'autres luttes? En partie, oui. Les gens, évidemment, qui avaient des profils vraiment de mettre leur force contre les projets inutiles de l'État, sont allés les mettre à ces endroits-là. Et d'autres sont revenus à des vies peut-être un peu plus classiques, un peu moins intenses qu'ici. Mais souvent, quand même, on note un lien avec l'agriculture, souvent quand même une forme collective. Voilà. Merci beaucoup. Ça coupait un peu sur la fin, mais je pense qu'on a entendu la globalité. Effectivement, il y a d'autres questions, mais on les garde un peu pour la fin pour avoir quand même le temps d'écouter Olivier et Jean-Jacques. Mais déjà, merci beaucoup, Marcel et Pauline, pour votre intervention.